up arrive in the canyon. That's where I long to be with my three good companions. Just my rifle, pony and me. Bonjour à toutes et à tous, bonsoir bien évidemment, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette vidéo. C'est un nouvel épisode de Fait Croquer. Alors, Fait Croquer, c'est quoi? C'est une émission dans laquelle je vais rencontrer celles et ceux qui questionnent le cinéma sur Internet. Eh bien, il s'avère qu'aujourd'hui, ça n'est pas forcément le cas, parce qu'à côté de moi, il y a Erwan Floc'let qui a fait pas mal de choses dans sa vie, on va en parler après, mais qui est là en tant qui fait partie du comité éditorial d'une revue semestrielle, donc comme on dit grossièrement revue papier, qui s'appelle Réplique, qui est une revue incroyable, fondamentale et qui a une particularité qui me parle beaucoup sur Microciné, c'est que c'est une revue d'entretien, mais non, je dirais même des conversations. Pas des interviews comme cela ici et là, un peu promotionnelles, où il y a des questions que l'invité, voire même le lecteur devine à l'avance. Non, c'est vraiment une conversation avec des stimulations de part et d'autre. Donc, ça s'appelle Réplique. Je crois que vous en êtes au 14e numéro, si je ne me trompe pas. Voilà, donc dans le descriptif de cette page, vous trouverez un lien qui vous renverra au site Réplique et vous aurez l'occasion comme ça de vous procurer les 14 numéros et vous allez voir un peu comment c'est, on va en parler. Mais avant, bien évidemment, je me tais, je suis trop bavard. Erwan, comment vas-tu? Comment vas-tu? Allez. Eh ben, écoute, ça va. Merci Samir de me recevoir et puis de recevoir la revue. En tout cas, ça fait chaud au cœur et puis comment on va dire ça ouais, tu as bien dit les choses par rapport à la revue. C'est vrai qu'on essaie c'est une revue exclusivement d'entretien. Ils sont, a priori, en tout cas, c'est ce qu'on dit souvent, mais les plus longs de la presse francophone, ce qui s'y publie. C'est vrai que c'est souvent un travail, je dirais, un peu systématique dans le sens où quand on approche une personne, qu'elle soit cinéaste, diffuseur, programmateur, critique, enfin en tout cas les personnes qui vont figurer au sommaire, on essaye de voir absolument tout ce que la personne a fait, de lire aussi par exemple la plupart des entretiens que la personne a pu donner, donc c'est histoire de repartir un peu à zéro et puis comme tu l'as dit, c'est ça en fait, c'est-à-dire que sortir du discours un peu promotionnel, prendre le temps, c'est-à-dire qu'une session réplique, c'est à peu près 4 heures d'entretien. Généralement, on commence en festival, souvent, c'est un peu comme ça aussi que la revue marche, parce que l'économie n'est pas simple pour la revue papier, et donc c'est vrai que voilà, par le biais des festivals, de masterclass qu'on peut donner, puis ensuite des sessions chez les personnes, c'est comme ça que vont se construire du coup les entretiens et puis au fur et à mesure les numéros. Donc c'est un peu c'est une revue on est au 14e. Moi j'ai rejoint la revue au numéro 5. Et donc voilà, c'est aussi une équipe qui change en fonction, même si le directeur de la publication, Nicolas Tesmin, reste en place. Là en ce moment il y a plutôt un duo avec Mathieu Champalone, qui d'ailleurs a écrit un livre sur Christophe Honoré chez Play Society. Donc c'est un peu eux, ceux qui dirigent un peu la revue, parce que c'est vrai que moi j'ai un peu, par le fait que je sois devenu exploitant de cinéma, ça m'a laissé un peu moins de temps. Donc voilà, quoi, c'est un peu... Donc c'est une revue qui est basée à Nantes, et en même temps, le moment où moi j'ai pu être à Rennes, ça faisait un peu une sorte de front ouest, si on veut, même si on a pu se déplacer évidemment ailleurs, mais l'idée, c'est quand même que cette revue, elle compte aussi je crois, pour quelque chose d'important, c'est que la place de l'entretien aujourd'hui dans les revues papier, elle s'est quand même amenuisée. On voit bien que certaines publications mettent en une entretien fleuve, ce genre de choses, et puis on s'aperçoit généralement que par rapport au calibrage que nous on pratique, c'est plutôt de l'ordre du ruisseau que du fleuve. Donc c'est un peu ça. On a quand même, c'est vrai que pour donner un ordre d'idée comme ça, c'est qu'un calibrage réplique aujourd'hui, on est plutôt entre 50 et 60 000 signes pour un entretien. Ah ouais, c'est vrai que donc c'est vrai que je l'ai pas dit, mais donc un numéro, c'est 148 pages. Ouais. Et donc il y a 5 entretiens à l'intérieur, 4 ou 5, ça dépend un peu du numéro et comment il a pu se faire. C'est vrai que l'année qui s'est écoulée, l'année et demie n'a pas été ultra simple pour tout le monde, et donc c'est vrai qu'on a été tributaire de ça, même si on a sorti donc le numéro 14 en janvier et le numéro 15 sort en octobre. Donc on est en ce moment en train de travailler dessus
C'est même à l'heure où je te parle, j'ai eu d'ailleurs la 2e session d'un entretien ce soir avec un cinéaste. Alors, si j'ai... D'accord, si je ne ferai pas, t'inquiète pas, je ne vais pas avoir la curiosité de te demander qui, mais par contre, mais je le dirai. Ah bon, alors qui? Si, parce qu'on aime bien quand même, c'est toujours intéressant. Mais j'ai peur d'être jaloux. J'ai peur d'être jaloux. Et en fait, c'est une sacrée histoire parce que d'habitude, on est pas toujours, on est assez souvent tributaire quand même je dirais, de la façon dont les festivals sont programmés, des liens qu'on a avec eux. Donc il y a toujours le côté où on n'est pas forcément maître du choix, on va dire, de la personne qu'on interviewe totalement. Même si c'est toujours avec plaisir, parce qu'on sait très bien que là, la plupart des festivals, la totalité des festivals avec qui on a travaillé, à chaque fois, ça a été des aventures exceptionnelles, hein, de Noémie Lvovsky à Bruno Podalides, justement. Enfin bref. Voilà, ça y est, je commence. Voilà, quand même. En plus, il chante mon générique. Il faut que je le rencontre. En plus, Bruno Podalides. Bah oui. Elle est adorable. Et donc, là, en fait, c'est une aventure un peu particulière, puisque donc en Bretagne, il y a un réseau de salles de cinéma qui s'appelle Cinéphare. Et le directeur qui s'en occupe, Olivier Bitoun, c'est quelqu'un avec qui je travaille, puisque ma salle de cinéma est adhérente du réseau. Et notamment, donc d'ailleurs, pour parler d'Internet, Olivier Bitoun a été membre très actif de DVD Classique. Et donc, voilà. Et donc, Olivier étant particulièrement cinéphile, s'occupe beaucoup de patrimoine, et il fait aussi partie du GNCR. Et donc, là, il nous a donné une idée, en fait. Il nous a dit, je connais ce réalisateur, est-ce que ça vous intéresse? Et donc, en fait, j'ai dit à Olivier, faisons-le ensemble. Et donc, c'est Damien Odoul. Ah oui, d'accord, oui. Qui est un cinéaste en tout cas, ça a été découvrir la totalité de son travail. Ça a été un choc pour toute l'équipe de la revue. Et puisqu'en plus, c'est quelqu'un qui n'est pas vraiment identifié, qui n'est pas vraiment sur. Moi, je connaissais deux noms, mais je voyais pas très très bien en fait, le travail. J'identifiais pas exactement sa place dans le cinéma français d'aujourd'hui. Et après une première session qui a été incroyable, justement là, en tout cas, c'est un vrai plaisir de travailler sur je dirais un personnage comme Damien Odoul qui est pas vraiment dans les radars de la cinéphilie, qui est pas étiqueté, qui est pas. Voilà, il y a peu de choses en plus sur lui qui ont été écrites ou peu d'entretiens. Enfin bref, on a un peu l'impression d'être sur un terrain assez vierge. Et puis le fait aussi de pouvoir être en confiance, et on a senti ça assez vite. Ça c'est toujours parce que c'est vrai qu'il y a ça aussi, c'est que pour expliquer aussi un autre aspect du fonctionnement de la revue, généralement les cinéastes nous regardent un peu bouche bée. C'est que nous on fait relire les entretiens. D'accord. Donc, c'est pas toujours le cas, puisque c'est une forme de respect aussi, je pense. C'est-à-dire que même si c'est nous qui avons, entre guillemets, le final cut, si on veut, hein, sur le texte, c'est que les cinéastes peuvent nous dire, là où on en est dans l'état du texte de l'entretien, ça, j'ai pas vraiment envie que ce soit publié, des petites choses, quoi. Et puis aussi, de retravailler parfois certaines choses, parce qu'on est vraiment très à cheval sur le style. Quand je dis le style, c'est surtout essayer, c'est un peu c'est le souci principal, je crois, de la revue et de Nicolas Thévenin, notamment, qui est très très fort pour ça, c'est de réussir à restituer, entre guillemets, à l'écrit, la voix d'un cinéaste. On va dire, cette tension entre l'oral et l'écrit, elle est jamais simple à trouver, et je crois qu'on arrive, en tout cas, on essaye de tendre vers cette idée-là, en tout cas, de pouvoir. Quand on lit un entretien réplique, on entend quelque part le cinéaste, si on connaît un peu sa voix. C'est un peu Donc voilà un peu là on est dans le vif, en tout cas du numéro 15, avec cet entretien qui est en cours, en train de se faire avec Damien Odoul. Voilà. Alors avant qu'on continue à parler plus en profondeur de cette revue, la genèse, tout cela. J'aimerais bien savoir un peu de qui es-tu, d'où viens-tu. Alors, il y a une question, hein, je pense que si tu disais que tu connaissais un petit peu Fait Croquer, enfin les micro-ciné, il y a cette question que je pose à tous mes invités, à savoir cette image marquante qui aurait peut-être un lien avec ton rapport, avec le rapport que tu entretiens aujourd'hui avec l'image dans toutes ses formes. Est-ce qu'il y a une image comme ça, marquante, peut-être qui remonterait à l'enfance, qui serait soit un film, un extrait d'un film, ou même un tableau, une image.
Une image, écoute, c'est très facile parce que c'est mon premier souvenir de cinéma en salle. C'est le landau dans Batman le défi de Tim Burton, et qui est vraiment le premier souvenir. C'est un plan, voilà, un plan qui me reste. Comme j'aime bien, je suis assez attaché à la notion de plan. Et c'est vrai que, bah voilà, c'est vrai que c'est un plan qui suit ce landau, c'est le pingouin. Enfin voilà, il y a tout un imaginaire autour de ça. Donc ça, c'est vrai que c'est un peu ouais, peut-être la première image, je dirais. Une image comme ça, un peu marquante, ouais, liée au cinéma. Et ensuite, bah, en fait, j'ai un parcours comme, parce que tu le disais, dans Fait Croquer, il y a des gens avec qui j'ai déjà travaillé, notamment l'émission En attendant Godard, puisque je suis un membre cofondateur, si on veut, hein, même si j'étais là au bon moment, au bon endroit, comme souvent, pour les aventures qui se passent comme ça à l'université. Hein, c'est toujours ce plaisir-là de la rencontre et puis du fait qu'on soit là un jour et on dit bah, tu veux participer à l'émission. Et puis finalement, 11 ans après, ça existe toujours. Donc il y a ça, et puis bah, le cinéma est mort aussi. Donc c'est comme j'ai vécu aussi à Rennes toutes ces années-là. Et donc, bah, moi, mon parcours, en fait, il est plutôt autodidacte en termes de cinéphilie, si on veut. Et en même temps, j'ai ensuite, après avoir été jusqu'à une licence d'histoire, j'ai rebifurqué en fait vers le cinéma, et donc en m'installant à Rennes. Et donc voilà, ça a été un peu comme je le dis souvent, parce que j'ai pas terminé mon master, c'est que l'émission de radio est mon master et la revue est mon doctorat. C'est un peu, si on veut, le parcours un peu comme ça. Et donc voilà, l'émission de radio, bah, c'est vrai que ça a pris beaucoup de place assez vite, au moment aussi j'ai repris, je crois, à partir de la saison 3 ou 4, je crois. Et donc j'ai fait ça jusqu'à la saison 10. Et donc je dirais que le moment clé en fait dans cette histoire-là, c'est que on aime le cinéma. Voilà, moi j'ai toujours été passionné par la critique de cinéma. En fait, c'est assez, je dirais, à l'adolescence en fait, et puis en arrivant au lycée, c'est-à-dire que je commençais à lire en fait en parallèle Mad Movies et puis des cahiers période Frodon, Burdo. Et c'était vraiment deux lectures parallèles. Et ça m'a beaucoup enrichi, ça, ces deux choses-là. Moi qui est plutôt quelqu'un qui aime, je dirais, ou qui vient un peu du cinéma de genre, qui aime voilà, le genre au cinéma, et puis voilà, le fantastique, l'horreur, un peu un parcours assez classique un peu là-dessus. Et en même temps, voilà, le choc aussi de découvrir la critique et le texte. Et c'est vrai que je suis très, très attaché à ça. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles aussi on n'est pas forcément, et peut-être la richesse dans l'attente Godard, ça a toujours été ça, c'est qu'on, même au sein de la rédaction et encore actuellement, on n'a pas tous le même regard, on n'a pas tous la même vision aussi du cinéma et de la critique. Et je pense que ça, c'est riche. C'est toujours, voilà, l'aspect plutôt, je dirais que moi, je serais plutôt, voilà, le côté un peu cahier, un peu théorie, ça m'intéresse toujours, quoi. Alors que certains autres vont être plutôt sur une école un peu plus américaine, un peu à la Philippe Garnier, voilà, c'est vrai que c'est des choses, ou Manchette, qui est quand même, enfin, la plupart des gens de l'émission est quelqu'un de très important. Donc, alors que oui, moi, je dirais pas que c'est plus, parce que Manchette, c'est aussi important, mais c'est vrai que moi, c'est quand même plutôt Serge Danet, Jean-Louis Comolli, Jean-Pierre Houdard, enfin, c'est plutôt des choses comme ça qui m'ont toujours passionné et stimulé intellectuellement, quoi. Et c'est vrai qu'à partir de, voilà, quand la radio se fait, l'émission, au bout de, je crois, ouais, c'est fait à la 3e saison, en fait, quand je la reprends, que je me dis, bon, il va peut-être falloir quand même aller en festival. Et c'est vrai que c'est là que ça aussi, comment on dirait, prend une autre dimension, je dirais, de réseau, si on veut, mais aussi de prendre conscience que les rencontres se font en festival. C'est là où on peut avoir accès aussi aux réalisateurs. Et donc, je mène pour la radio déjà à ce moment-là des entretiens. Et par exemple, j'ai un souvenir de m'entretenir avec Denis Côté pour la radio à La Roche-sur-Yon, parce que c'est un peu le premier festival que j'ai. Et voilà, et celui que j'ai été assez fidèle pendant plusieurs années. Et donc, voilà. Et c'est aussi un cas très particulier. La Roche-sur-Yon, c'est une petite ville. Et c'est aussi un moyen extraordinaire, parce qu'on a accès avec une facilité déconcertante aux cinéastes. Et moi, je me rappellerai toujours de ma première édition de La Roche-sur-Yon, c'est que
J'arrive très, très, très timide, première accréditation presse, et puis je demande à l'attaché. Mais alors vraiment, je me dis, je vais me faire... on va me dire, non mais vous êtes fou, vous ne vous rendez pas compte avec qui vous voulez faire un entretien. Et donc elle me demande, enfin je lui demande, est-ce que je pourrais avoir un entretien avec Shinji Aoyama qui était sur place, Normal. tout ça. Normal. Et en fait, elle en aurait presque pleuré parce qu'en fait, on était deux à vouloir un entretien. J'étais le deuxième à venir. Donc j'avais Shinji Aoyama pour moi. Et voilà, donc j'ai fait comment il s'appelle, j'ai fait Nobuhiro Suwa aussi sur place. Je peux me permettre de t'interrompre, mais vraiment, parce que je suis désolé, d'habitude, je n'interromps jamais mes invités. J'aime bien cette idée. Oui, mais j'aime bien, moi, les écouter et j'aime bien cette idée-là de laisser le temps. Mais là, je ne pouvais pas ne pas t'interrompre. Parce que ce que tu as raconté, ça me rappelle une histoire, d'ailleurs, une histoire que j'ai vécue avec un très bon ami, Sidi Sako, critique de cinéma, très bon critique de cinéma, qui on avait demandé auprès d'un festival de cinéma à Saint-Denis quel était le nom de ce festival, je ne sais plus. Bref, en tout cas, on avait demandé, on savait qu'il y avait les journées dionysiennes, peut-être. Je crois que c'est ça. Ouais. C'était, on avait demandé auprès de Géraldine Gans, si elle regarde, que je salue affectueusement, qui Natacha remarquable. Vraiment, c'est un plaisir de travailler avec Géraldine. Et je crois qu'il y avait à l'époque même, c'était donc, je crois que c'était début 2015, et sortait en DVD, coffret DVD, des films de Paul Vecchiali. Bon, on va demander, on ne sait jamais. Oui, allez-y. On s'est retrouvés, je crois, pendant 2 heures, 2h30, 3 heures à discuter avec Vecchiali, c'était lui le jeune dans l'histoire et nous on était vraiment vieux. Et c'était juste un moment fascinant et incroyable. Bon, bref. Et voilà, c'est la parfaite relance, tu vas voir. C'est-à-dire que je vais raconter maintenant, en fait, mon premier entretien réplique. J'arrive à La Roche-sur-Yon. Je faisais absolument pas partie de la rue. J'arrive à La Roche-sur-Yon, donc pour la radio, et Nicolas Thévenin de la revue m'appelle et me dit Erwan, dans 5 minutes, on a un problème. Est-ce que tu voudrais pas remplacer quelqu'un qui est sur la route dans les embouteillages? On doit faire un entretien avec Paul Vecchiali. Et là, je me dis bon, j'ai vu une femme, c'est tout. Et ben voilà. Et je lui dis j'arrive. Vraiment, bon. Sur la route, je consulte rapidement un peu. Je me dis, oui, c'est vrai, il y a son encyclopédie sur le cinéma des années 30 et tout ça. Et donc, ça commence comme ça. Et ce qui était très, très drôle, en fait, avec Vecchiali, c'est que, comme la personne, Tiffany Jamin, elle arrivait, en fait, elle était bloquée dans les bouchons, on dit à Paul Vecchiali, on n'a vu que femme-femme. Et donc, ça nous intéresse, soit de parler de ce film-là ou d'autres. Et du coup, au cours de l'entretien qu'on a fait avec lui, tous les deux, en gros, dès qu'il racontait, je dirais, un épisode d'un autre de ses films ou une séquence, il nous mimait tout. Le mouvement de caméra, le truc, c'était complètement fou. Génial. Ouais, mais c'est vrai que nous, on est arrivé, on lui a dit, bon, on a vu femme-femme, quelqu'un arrive, mais c'est tout, quoi. Mais vraiment, je pense qu'il a été content aussi de la franchise, mais c'est vrai que, voilà, ça, c'est mon arrivée dans la revue. Première. Voilà. Et ensuite, le vrai premier, et là, c'était un vrai plaisir à préparer, en fait, et puis, ça a été une belle expérience aussi, là, c'était dans un autre cadre, c'était au Festival de La Rochelle, et c'était une envie de notre part avec Nicolas. Donc, c'est le premier entretien que j'ai mené intégralement avec Nicolas. Et donc, c'était pour le numéro 5, et c'est avec Olivier Assayas. Ah oui. Et Assayas m'intéressait surtout par rapport à la position qu'il a eue, et je crois qu'il a toujours aussi d'être à la fois cinéaste et surtout un critique cinéaste. Et donc, venait de sortir à ce moment-là le livre d'entretien avec Jean-Michel Fredon qui s'arrêtait aux Destinées sentimentales. Donc, moi, je lis le livre. Et bon, c'est assez compliqué de essayer de tout lire, notamment les entretiens d'Assayas, ça demanderait quand même un temps. Mais quand même, globalement, j'étais assez préparé. Et c'était aussi l'idée de repartir des destinées sentimentales, sans forcément faire des retours en arrière, quoi. Et donc, on a passé 2 jours, 2 sessions assez longues d'entretien, quoi, avec lui. Et c'était remarquable. Enfin, c'est vrai qu'il a une manière de s'exprimer, une clarté de sa pensée. Et puis aussi, quelque chose qu'on a abordé avec lui, qui n'était pas simple non plus, c'était la réception de ses films en France, qui n'est pas
qui est pas très qui est assez compliqué. Et donc voilà, on a pu parler de ça avec lui, et puis et voilà, donc ça a donné vraiment, je dirais, un entretien qui était impressionnant parce que aussi cette capacité d'Olivier Assayas à travailler, c'est-à-dire que donc on lui renvoie le texte de la retranscription un peu déjà réécrit, etc. Et lui, il retravaille tout son texte, quoi. C'est-à-dire qu'il réécrit, il peaufine. Enfin, il y avait vraiment, on a rarement vu, même s'il y a souvent, voilà, des cinéastes qui ont aussi. Mais là, lui, il avait précisé la pensée. Non, c'était vraiment. Voilà. Donc ça, c'est le premier véritable entretien, même si déjà avec Yali, c'était pas mal non plus. Mais et en même temps, c'est assez agréable aussi pour Paul Vicali parce que quand on connaît pas forcément un cinéaste aussi, on va pas être très impressionné. Pour moi, bon, voilà, je voyais à peu près Vicali, j'adore Femme. Mais là, de but en blanc, on me demande dans 5 minutes entretien avec Vicali, bah oui. Mais si j'avais eu 3 mois pour travailler, je me serais dit, oh là là, Vicali, c'est un monstre sacré, ce qu'il est. Mais je pense que j'aurais été j'aurais été assez perturbé. Bah, et en fait, ce qui s'est passé nous concernant, c'est que ce jour, à l'époque, j'étais un peu malade, donc je prenais un traitement assez lourd. Et je sais pas ce qui m'est arrivé. J'ai commencé un peu à délirer. Et donc, pendant la première heure de l'entretien, je parle pas beaucoup. Mais comme je délire, je me rends pas compte de qui j'ai en face de moi, enfin de ce qu'il représente. Donc, ouais, ça passe crème. Et puis à un moment, ouais. je reviens, je redeviens, mes propos en tout cas deviennent beaucoup plus clairs. Et là, je me rends compte de qui il est. Mais c'est quelqu'un qui est là qui a un rapport au verbe qui est assez intéressant. Et c'est pour ça qu'on peut y aller. Lui, ce qu'il recherche, c'est la stimulation par le biais de l'ajout verbal. Donc, quand je lui dis pourquoi ce film n'est pas important dans le cinéma français, bon, bah, il va y aller. Et ça crée quelque chose. Ça crée comme voilà, des dialogues, des répliques, des contradictions et tout cela. Juste avant de poursuivre ce dialogue autour de répliques, parce qu'on a commencé depuis le début. J'ai peut-être pas parlé de la naissance, par contre. Bah, alors, si tu me permets, juste avant qu'on en parle, ça c'est clair qu'on va en parler, je voudrais juste revenir encore un petit peu sur toi. Il y a une question qui m'intéresse beaucoup, parce que tu as dit des choses importantes. Tu as cité aussi des personnalités importantes. Je pense par exemple à Danet. Est-ce que, si j'ai bien compris, je voulais savoir, quand tu as commencé à te dire que le cinéma, c'est en plus d'être un divertissement, c'est aussi un art dans lequel on peut aussi voir un peu la société. Quels ont été ces passeurs? Les passeurs, est-ce que ce sont des critiques de cinéma qui ont été tes passeurs ou des personnes beaucoup plus proches de toi? Écoute, dans ma famille, en tout cas, le cinéma, c'était quelque chose plutôt de l'ordre du divertissement, pas du tout quelque chose... voilà, c'était pas... Mes parents ne sont pas particulièrement cinéphiles au sens... voilà, il y a des revues à la maison, non. Il n'y a pas. La télé est quelque chose d'important, et puis c'est vrai que moi, c'est quand même aussi une cinéphilie qui se crée par la télévision. J'enregistre en VHS les jeudis de l'angoisse, puis petit à petit, on enregistre Arte, etc. Donc ça, pour le coup, c'est vraiment traditionnel. Ensuite, donc c'est plutôt un rapport, comme je le disais, un peu autodidacte, et donc la rencontre, elle va se faire par les textes, et je pense vraiment par cette période des cahiers, parce que même si Man Movies est super important avec quelqu'un comme Yannick Dahan, par exemple, et ses opérations Frisson, qui m'ont beaucoup formé aussi. Et pour des gens de ma dans l'émission de radio, je sais que c'est pareil, de même pour le cinéma est mort. Mais la période des cahiers, quelqu'un comme Emmanuel Burdeau, par exemple, par son style, sa façon, je dirais, de penser à la fois, et on en revient forcément à Danet là-dessus, mais à la fois la place du cinéma dans le monde, mais aussi comment, je dirais, on parle d'un film en réfléchissant au cinéma. En même temps, ce que Danet faisait absolument brillamment. Et je crois que tu as reçu Pierre-Eugène récemment et qui parle super bien. Et c'est vrai que Danet, c'est quand même cette capacité-là. Et c'est vrai que je retrouve, en tout cas dans la veine cahier, en tout cas la tradition cahier, j'aimais beaucoup cette chose-là de réfléchir au cinéma et aux images. Cette théorie, en tout cas, m'intéresse. Et l'autre personne
qui est lié aussi à cette histoire-là et qui est peut-être plus important, en fait, c'est la rencontre d'abord par le papier et ensuite en vrai, c'est Jean-Baptiste Aurey. C'est-à-dire que je lis Jean-Baptiste Aurey dans la revue, en fait, je trouve en kiosque cette revue qui s'appelle Panique, numéro 1. Et là, c'est un choc. C'est vraiment un choc. Parce que je crois que c'est ce que je cherchais, c'est-à-dire, voilà, il y avait Mad Movies, il y avait les cahiers, bon, il y avait ce rapport à l'actualité, mais je crois que j'avais besoin aussi d'un recul. C'était pas forcément trafic, mais c'était autre chose. Et puis une question de goût, c'était aussi ça, quoi. À la fois dans un numéro de parler de Michael Mann, cinéaste que j'adore, ou à la fois de Jean-Claude Brissot, voilà, moi ça me passionnait. Et puis plus tard de Choi Ark, plus tard de d'autres, quoi, de Sam Peckinpah. Donc voilà, il y a la rencontre avec Panique, avec la plume de Jean-Baptiste Aurey, et puis ensuite la rencontre avec lui, c'était une séance de cinéma en fait. Je vivais à Angers à l'époque, au cinéma Les 400 coups, et donc voilà, il était venu présenter Macadam à deux voix de Monty Hellman. Donc pareil, une séance quand même, on se prend le film de Monty Hellman en 35 mm, c'est quand même pas désagréable. Et donc, et puis voilà, et puis la rencontre avec lui. Et je dirais que c'est un peu, voilà, c'est quelqu'un que j'ai lu. Ensuite, j'ai resuivi, je dirais aussi ce qu'il avait écrit que je ne connaissais pas, son livre sur 26 secondes l'Amérique éclabousée, hein, sur l'assassinat de Kennedy et comment le film de Zapruder a pu influencer tout ça. Évidemment, le cinéma américain des 70. En fait, voilà, je le rencontre au moment de la sortie de ce livre-là, en fait, à Angers. C'est 2006, et en fait, c'est vraiment un moment clé parce que on attend tous les deux le même film, c'est Miami Vice. Et donc, en gros, le film va sortir, et puis je lis son texte dans Panique, et qui reste pour moi voilà, un très grand texte de cinéma, mais où, je dirais, il arrive, à mon avis, à aller à pousser aussi, je dirais, le langage de la critique de cinéma, en tout cas le style, les outils analytiques vers d'autres rives, d'autres choses, et qui, moi, me paraissent quand même... Et je sais qu'on a fait une émission avec Le Cinéma est mort, moi, Le Cinéma est mort, et puis Jean-Baptiste Aurey, il y a quelques années, et sur la question de l'espace commun, et c'est vrai que moi, c'est toujours ça, c'est-à-dire que dans ma manière je dirais, de mon rapport au cinéma, ça a toujours été aussi de voir un film, puis de lire sur le film. Et je trouve de plus en plus, j'ai de plus en plus de mal à trouver des situations où je vois bien que quelqu'un, et donc un grand texte, rencontre un grand film. C'est plus si courant, en fait. Voilà, c'est pas pour faire un. Non, mais c'est une observation un peu, tu vois. Et c'est intéressant, c'est très très intéressant ce que tu dis, parce que quand j'avais rencontré la première fois François Bégodeau sur Microciné, je l'avais invité pour parler de la critique de cinéma, et à un moment je lui disais exactement ce que tu viens de dire, à savoir que, mais j'avais plus ou moins, je m'étais un peu réapproprié la question que tu viens de poser. La fameuse que tu viens de poser, à savoir que moi je lui disais, j'ai cette impression aujourd'hui, ou alors c'est par fulgurance, mais j'ai cette impression aujourd'hui de ne pas avoir cette sensation de croire que le critique ou la critique de cinéma, lorsqu'elle écrit son papier, elle est en train de me parler, elle est en train de me proposer de partager avec elle ou avec lui une question, une réflexion sur ce qu'elle va te... Et j'ai cette impression. Je me rappelle de ta... Voilà. Et je lui dis... par contre, je vois que l'écriture, le style est brillant, brillantissime, mais j'ai l'impression qu'elle ou il ne prend pas en considération qu'il y a un potentiel lecteur qui voudra le lire et qui voudra même aussi peut-être y répondre. Cette fameuse question que l'on pose de manière un peu invisible. J'ai vu ce film, voilà ce que j'en pense, et toi? Et c'est le « et toi » qui ne revient plus. Ou alors par moment. Sur Internet, je le vois souvent, le « et toi ». Oui, ça. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Mais c'est aussi il y a quelque chose de, je dirais, aussi de l'ordre. C'est intéressant ce que tu dis sur évidemment le fait qu'au cœur d'un texte, on sent que voilà, le texte arrive par rapport aux émotions qu'on a pu ressentir pendant la projection. Le texte est pointe. On ne l'avait pas forcément, je dirais, intellectualisé et tout ça. Et là, ça y est, c'est évident. Voilà. C'est vrai que pour moi, c'est plus que
c'est comme ça que je traduirais aussi ce que tu sous-entends ou ce que tu entends par rapport à l'idée du texte et puis le fait de le et toi. Et je crois aussi, je crois que c'est Pierre Eugène qui m'en avait parlé. Et en tout cas, c'est une phrase qui est un peu connue, mais je crois qu'il n'est pas une phrase écrite de Serge Danet. C'est que la critique de cinéma, ça peut être aussi retranscrire l'émotion qui nous a un jour transi. Et c'est vrai que pour moi, ça, transi. Ah oui, transi. Et c'est vrai que je crois qu'il y a ce rapport-là aussi qui est important, c'est quand même à l'émotion. Et c'est vrai que l'émotion, mine de rien, la radio, quand on l'a fait, c'est souvent 1 jour, 2 jours après la projection, c'est encore là. Et c'est vrai qu'il y a cet aspect, je trouve, de réaction, en fait, qui, moi, m'importe beaucoup, en fait. C'est-à-dire que je crois que c'est à partir d'une projection, donc à partir de, comment on va dire ça, le temps que, que ça mature en soi, et qu'à partir de là, justement, on peut commencer à réfléchir et peut-être, soit écrire, soit en parler. En tout cas, la question, elle est justement de partir de, à mon avis, aussi de quelque chose de très intuitif et très personnel aussi. Je crois que la critique et la façon de parler du cinéma, elle doit être aussi, c'est pas, comme tu dis, moi c'est toujours, ça arrive de rencontrer des textes où on voit bien qu'on plaque des grilles de lecture et où au final, l'œuvre, elle est plus, le film n'est pas là. Exactement. Le film n'est pas là. C'est-à-dire que comment on pourrait dire ça? On va dans le sens qu'on veut, en fait. C'est-à-dire qu'on n'habite pas le film. Et ça, c'est une question qui me travaille beaucoup depuis pas mal d'années. C'est la question de l'habitat et le fait d'habiter une œuvre. Et je crois qu'il y a des cinéastes aussi qui, je dirais, travaillent ces questions-là. Travaillent vraiment ces questions-là. Et je pense que quelqu'un dans le cinéma contemporain, et pour en avoir... On a fait un départ d'entretien avec lui au Festival des Trois Continents, mais quelqu'un qui en est très très conscient, par exemple, c'est Tsai Ming-liang. Et en parlant avec lui, j'ai compris très vite que c'est la question du soin du spectateur, la question de ça. Et voilà, c'est vrai que je crois que c'est le rapport aussi au texte là-dessus. Il y a quelque chose du dialogue, en fait. On en revient au dialogue, au final. On en revient au dialogue entre... Qu'est-ce que t'a apporté l'expérience radiophonique lorsque tu es arrivé chez Réplique? Elle t'a apporté quoi, cette expérience radiophonique? Alors, je crois que l'expérience radiophonique, c'était déjà le fait d'avoir, comment on peut dire ça? Déjà de parler du cinéma à plusieurs. C'est-à-dire commencer quand même à avoir, pas des réflexes forcément, mais quand même, je dirais, une façon d'aborder le cinéma à l'oral. Donc déjà, on s'aguerrit un peu. Hein. On a certains outils, certaines choses. Le fait aussi de prendre des notes. Moi, je suis assez, j'aime bien, soit pendant, mais surtout après la projection, prendre des notes, ce qui me permettait, parce que c'est vrai qu'on écrivait quand même on écrit assez peu dans l'émission. Hein. On est quand même plutôt, quand je dis ça, c'est par rapport à l'idée de la chronique, on est quand même nous, ça a toujours été le débat. C'est vraiment, on discute à plusieurs d'un film et et la parole circule et on construit un discours. Donc c'était toujours un peu ce biais-là. Mais je crois que c'est une des activités de la radio par les festivals, le fait de faire des entretiens, et le fait d'avoir lu beaucoup d'entretiens aussi, le fait d'arriver à Réplique, tout ça faisait que j'étais un peu armé d'une certaine façon à pouvoir aussi saisir, parce que c'est vrai que les études de cinéma, elles comptent, hein, on ne peut pas enlever ça, et que il y avait aussi ça, c'est-à-dire que la réflexion, la théorie, au bout d'un moment, et ça c'était fascinant chez Assayas par exemple. Ça m'a beaucoup questionné là, par la suite, c'est que pour Assayas, ce qui est important, c'est, et pour lui, il n'existe plus beaucoup de lieux comme cela, comme ça a pu être le cas à une époque, c'est des lieux où on peut écrire sur la fabrication, mais surtout pour lui, une pensée de la fabrication des films. C'est-à-dire le lien entre... lui, c'est quelqu'un qui écrit aussi, qui peut écrire, donc la question du journal de tournage, de tout ça. Et ce qui fait que Réplique, finalement, pour moi, c'est quand même de la critique de cinéma, mais dans le sens de la préparation de l'entretien, le fait qu'il y a la discussion qui va effectivement... et on se met aussi à la place des cinéastes, on a travaillé sur les films, etc. Donc c'est vrai que la critique de cinéma, elle est plutôt par ce biais-là, plutôt que par le texte pur.
Et en même temps, ça va être justement tout le travail des questions, des réponses, tout ça s'échange, quoi. Mais oui, non, pour te répondre aussi, c'est que la radio, j'avais quand même fait des entretiens qui... par exemple, en fait, le premier entretien que j'ai fait pour la radio, c'était avec Avi Mograbi. Ouais. En fait, Avi Mograbi était de passage à Rennes pour une expo. Et donc, premier entretien avec Avi Mograbi, j'en menais pas large. Parce que je voyais très bien qui c'était, etc. Et c'était un moment... voilà, on a dû faire 3/4 d'heure avec lui, quelque chose comme ça. Et là, j'ai senti que ça me plaisait. Et voilà, et par la suite, ça s'est renouvelé. En fait, à la radio, je disais, doit être Denis Côté. Un dont je me souviens bien aussi, c'est Nobu Hirosuwa, en fait, parce je l'ai retrouvé 5 ans après, en fait. 5 ans après, enfin, 5 ans avant, c'était donc pour l'émission de radio, et 5 ans après, c'était pour Réplique. Et donc, c'est des moments où, en plus, on était avec Nicolas, qui l'avait vu aussi 5 ans avant. Enfin bref, il se rappelait de nous. Il y avait un truc 5 ans après. Donc, c'était... Et ce qui était encore plus fascinant, c'est que Nobu Hirosuwa était à Nantes pour son dernier film, Le lion est mort ce soir. C'est peut-être ça, non Le film avec Jean-Pierre Léaud. Exactement. Et en fait, le moment où on était à La Roche-sur-Yon 5 ans auparavant, c'est là où il rencontre Jean-Pierre Léaud. Et en fait, il nous dit qu'il était à l'hôtel. Et en fait, il ouvre sa fenêtre et il voit Jean-Pierre Léaud dans la rue. Et là, il a cette impression que c'est pas possible. Il y a quelque chose du réel qui vient de se briser. Et il est parti de cette idée-là. Donc finalement, il commençait à songer à son film 5 ans auparavant, où on le questionnait, et puis là, on se retrouve 5 ans après. Et donc c'est pour ça la radio, mais c'est quand même important à Réplique, dans l'histoire de Réplique, c'est que Nicolas Thévenin aussi a fait 15 ans de radio. Et je crois foncièrement que dans l'émission que pouvait faire Nicolas aussi, c'était la question de l'entretien était déjà là. Et c'est vrai que moi, quand je pouvais le faire, les entretiens pour la radio, moi je trouvais ça... Ça nous est arrivé aussi avec pour la radio après, avec je pense une émission très drôle avec Christophe Lemaire par exemple, l'ancien critique de Starfix et tout ça, c'était des moments. Voilà. C'est vrai que c'est toujours le fait aussi de pareil, commencer une conversation, démarrer un dialogue, et puis voilà, voir aussi sur quelle longueur d'onde on est, si on rencontre un autre critique. Voilà, c'est vrai que c'est la radio, et non, je crois parce que c'est un exercice assez fondateur. J'ai vraiment l'impression que, ouais, pour moi, en tout cas pour moi, c'est clair. Après, le fait d'en avoir fait 10 ans, ça. Ouais. Et évidemment, pour ceux qui nous écoutent et nous regardent, tout ça bénévolement. On est bien d'accord. Encore évidemment. Faut-il encore le préciser? Faut-il encore le préciser? Mais personnellement, c'est pareil. Mais bon. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai l'impression que du côté de Nantes, du côté de Rennes, tout ça, il y a une région qui est assez incroyable hein, quand même. Hein. C'est des concours de circonstances, certes, mais il y a quand même quelque chose de l'ordre. Il y a une cinéphilie et en même temps une réflexion assez forte, assez éclectique aussi sur le cinéma dans tous les sens du terme, sur l'image même, sur l'image. Et si je commence à comptabiliser le nombre, j'ai à peu près 158 vidéos sur Microciné aujourd'hui et il y en a beaucoup qui viennent de cette région quand même. Hein. Et je me posais cette question la dernière fois et c'est depuis longtemps. Voilà, ça c'est pas une question du tout, c'est un truc que je remarque, une sensibilité qui est assez forte. Ah oui, complètement. Surtout qu'en plus, bon, je sais pas si tu sais, mais bon, il y a quand même un peu une guerre classique et traditionnelle entre Rennes et Nantes en plus, donc je pense que ça. Tu vois, ça permet aussi. Mais oui, exactement, c'est le classico. Tout à fait, c'est le classico, tout à fait. Et non, par contre, sur la naissance de la rue, c'est important parce que moi, j'étais pas du tout là au moment de sa fondation. Donc, c'est une revue qui a été vraiment fondée par 3 personnes, hein, donc par Nicolas Thévenin, Morgane Poquet et Tiffaine Jamin, qui était vraiment, c'était l'équipe, je dirais, l'équipe première en fait de Réplique. Et puis, dans une économie qui était évidemment très, très, comment on pourrait dire ça, une économie de subvention, celle de la région des Pays de la Loire, ce qui est d'ailleurs une aide intéressante pour une aide aux revues. Donc, c'est vrai que c'est important de le souligner. Donc, il y a eu ça, on a eu au moins une fois le soutien du CNL. Et sinon, ça va être tout ce qui va être les abonnements, évidemment, l'achat des numéros et tout ça, quoi. Mais c'est jamais simple, en tout cas, économiquement, la revue, je dirais, survit. En tout cas, ça
ça va, hein, ça continue, mais c'est vrai que voilà, la revue papier, pour dire les choses assez concrètement, les collaborateurs de la revue, au sens de ceux qui font les entretiens, sont tous bénévoles, de toute façon. On paye le photographe qui nous fait les portraits des cinéastes. On paye la graphiste, évidemment, puisque c'est quand même un sacré boulot. Enfin voilà, c'est ça qui est important avec la revue aussi, c'est que la mise en page pour nous, c'est une autre façon aussi de raconter un récit. Voilà, au cours de l'entretien, vraiment. On raconte aussi l'œuvre d'un cinéaste à travers le choix des photogrammes et comment les agences au sein de l'entretien. Donc voilà, la graphiste, le photographe, et c'est à peu près tout. Donc c'est vrai que ça fait quand même, pour les collaborateurs, pour ceux qui sont vraiment, je dirais, les fourmis un peu ouvrières par rapport au texte, c'est là où, effectivement, mais bon, je dirais, je dis surtout ça par rapport à la situation actuelle, et puis aussi pour ceux qui auraient le désir, par exemple, d'en faire une profession ou quelque chose, c'est malheureusement, et c'est terrible à dire, mais c'est plutôt, je dirais, un hobby ou quelque chose qui peut aussi légitimer d'une certaine façon et ouvrir certaines portes. Mais en tout cas, il faut quand même essayer d'avoir, je dirais, en tout cas, il faut quand même avoir les reins solides. J'ai cru comprendre que les les conversations que l'on trouve dans les 14 numéros, ce sont des conversations qui ont été effectuées sur plusieurs sessions pour la plupart. Oui. Généralement, ça peut se faire sur une fois, c'est assez rare, parce que c'est quand même assez harassant. Plutôt 2, parfois plus. En fait, il y a le cas où donc on interviewe la personne chez elle dans un cadre privé, ou alors dans un festival, pareil, là ça va être parce qu'on avait envie de la rencontrer, ou alors en masterclass. Donc c'est-à-dire que là, c'est un festival qui nous demande, je pense à quel exemple comme ça, dans le numéro 14 par exemple, il y a 2 entretiens auxquels j'ai participé. Il y en a un avec Khalil Jorej et puis Johanna Hadji Thomas. Donc c'était fait au Festival Travelling à Rennes, donc on a fait une masterclass. Et donc c'est la restitution de la masterclass en fait. D'accord. Avec quelques ajouts que Mathieu Champalloun a fait d'entretien à Paris. Et sinon, l'autre entretien, c'est avec Daniel Arbid, autre cinéaste libanaise. Et avec Daniel Arbid, c'était justement à Rennes et un peu prolongé aussi dans le cadre d'un festival, première édition d'un festival sur le cinéma libanais à Paris. Et c'était Nicolas qui a prolongé avec Daniel Arbid. Donc, voilà, et c'est souvent parce que une masterclass, c'est toujours aussi assez court. Hein. Genre, on ne dépasse pas trop 1h30, ce qui fait qu'on n'aura pas trop le temps d'aborder tout, des détails, des choses. Et donc, voilà, ça fait une première session, et puis ensuite, on peut se permettre de peaufiner, retravailler, et puis aussi de soulever d'autres questions. Des fois, on se rend compte qu'on n'a pas du tout parlé d'un film, un court-métrage ou quelque chose, et puis là, voilà, ça permet d'en venir à de prolonger, et puis de terminer ainsi les sessions d'entretien. Est-ce que aussi... Pardon. Alors juste, non, c'est juste que la particularité aussi, c'est que donc au départ dans la revue, pendant au moins 5, peut-être 7 premiers numéros, il y avait à la fin des entretiens, une sorte de, on faisait commenter les cinéastes ou autres sur des séquences de films. Ah, oui. On a un peu arrêté ça en changeant, avec une idée plutôt de bonus. C'est-à-dire qu'en fait, on fait parler ou on fait écrire des gens des personnes sur leur travail avec tel cinéaste ou les dessins, des documents de travail aussi, ça nous intéresse beaucoup d'en avoir, des extraits de scénario, ça c'est venu assez tôt. Je sais qu'avec par exemple Mia Hansen-Love, c'était Morgan Poquier et Arnaud Allais. Et peut-être même Arnaud Allais a travaillé avec vous ? Oui. Et avec Arnaud, et donc ils avaient justement mis il y avait l'extrait du film à ce moment-là, c'était quel film ? C'était Eden, le film sur la French Touch. Et donc voilà, il y avait un extrait du scénario dans la revue. Donc ça
Ça, on aime beaucoup avoir ce genre de document parce que c'est précieux, ça documente aussi la fabrication. Hein. C'est vrai que nous, on est à la fois dans cette manière d'approcher, je dirais, le travail des cinéastes de façon assez concrète, et aussi, évidemment, après, ça dépend aussi de leur manière de nous répondre, de discuter ensemble. Soit certains théorisent, toi, tu dois connaître aussi ça, il y a plusieurs écoles, souvent, par exemple, le cas un peu extrême, ce serait Assayas. C'est-à-dire que là, pour le coup, c'est quelqu'un qui théorise en parlant, donc forcément. Et alors que certains, on va être sur l'anecdote, et ça n'en est pas moins. C'est très riche aussi, c'est ça qui est passionnant, je trouve. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un cas, il n'y a pas un modèle, en tout cas. Ça, c'est clair, il n'y a pas un... Et donc, voilà, le travail du bonus, en fait, ça aussi, c'est devenu aussi assez intéressant, parce que ça permet, là, par exemple, je peux faire un petit scoop. C'est que du coup, pour l'entretien avec Damien Odoul, donc on est en train de réaliser là, on va avoir un bonus. En fait, on va avoir un texte de Pierre Richard. Oui, parce que oui, d'accord. Très beau texte de Pierre Richard sur le film qu'il a fait avec Damien Odoul, En attendant le déluge. Et c'est voilà. Et ça a été évident en plus, c'est-à-dire que il n'a pas fallu relancer 3 fois l'agent. C'est-à-dire que l'agent a transmis et Pierre Richard nous a envoyé le texte. C'était vraiment. Ou comme quoi aussi, voilà. Mais c'est assez incroyable, et quand on regarde toutes ces personnes que vous avez interviewées, avec qui vous avez dialogué. Parce qu'on en est à 70, je crois. On doit être à 70 maintenant. Et puis c'est très éclectique. C'est très éclectique, oui. Parce que ça parle un peu de pas tous les cinémas, mais il y a quand même une bonne partie d'un cinéma pluriel, certes. Et par contre, la manière que vous avez de regarder ces films-là et pour le coup de dialoguer avec eux à travers les auteurs et les autrices, c'est la même manière, quoi. C'est ça qui est assez intéressant. Oui, je suis d'accord avec toi. Ouais. C'est ça qui peut-être est le fil conducteur de réplique, c'est que vous laissez le temps, vous aimez les silences, et il faut qu'il... Et en fait, comment par exemple, toi, tu travailles une interview, une conversation, est-ce que tu as quelques bases comme ça, et puis tu fais confiance et tu te dis que ce qu'il va m'apporter comme réponse va créer la conversation? Non, c'est très intéressant comme question, parce que c'est vrai que c'est aussi ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mode d'emploi. Et en même temps, il y a quand même une façon, je dirais, de préparer un entretien. L'idée, en tout cas, moi, c'est toujours à peu près la même chose, c'est-à-dire que ça va être prendre des notes en voyant les films intégralement, court, long, clip, tout. Ensuite, ça va dépendre un peu du statut aussi de la personne interviewée, c'est-à-dire qu'on va essayer de lire aussi les choses à propos de leur travail, ou en tout cas aussi, moi, c'est important. J'aime bien avoir ça, c'est-à-dire connaître déjà leur rapport à l'entretien, c'est-à-dire vraiment lire déjà des entretiens, ce genre de choses. Et à partir de là, avec la personne avec qui on va faire l'entretien, quand je dis ça, c'est le collaborateur, hein, en tout cas avec qui on va mener, pas la cinéaste, c'est-à-dire qu'on commence à mettre en commun nos idées, nos notes, et puis va se dessiner, je dirais, un peu une architecture. Est-ce qu'on veut avancer de manière chronologique? Est-ce qu'on veut plutôt essayer de faire des thématiques? Voilà, les choses se construisent comme ça. Et alors moi, la règle, par contre, absolue, c'est que je n'écris pas de questions. Pas de questions, règle absolue, ça dépend. Hein. Mais ça va être des axes, des pistes, parce que c'est exactement ce que tu allais dire, en fait, c'est que je crois beaucoup au rebond. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir des idées trop préconçues. Et quand on ne connaît pas la personne, on ne sait pas exactement comment ça va se passer, en fait. Donc, il faut être prêt à tout, un peu, en fait. C'est pour ça que la préparation est hyper importante. C'est que moi, ce que j'aime le mieux faire, en fait, c'est qu'au cours de mon travail sur l'œuvre, c'est de me mettre à la place. Même me mettre à la place en tant que si j'étais lui, si j'étais cinéaste, essayer vraiment de bien... comment dire ça, bien comprendre en fait tous les enjeux en fait, et à partir de là c'est hyper riche quand ça fonctionne aussi, parce que des fois ça pourrait ne pas fonctionner, pour l'instant c'est jamais vraiment arrivé, mais c'est que du coup on se retrouve dans des moments où ça y est, il y a une partie de la réponse qui vient de donner, et ben voilà, c'est exactement ce que je pensais, avec par exemple une idée que j'ai un peu comment dire ça. C'est un cours qu'on avait en master à Rennes 2, en fait, donné par quelqu'un qui s'appelle Gilles Moelly, qui est un prof, notamment spécialiste de jazz et de cinéma,
et qui a écrit un livre chez Yellow Now, qui est un livre sur l'improvisation, improviser le cinéma. Et une de ses idées, parce que vous avez fait un séminaire là-dessus, c'est la question de la direction de l'intérieur, c'est-à-dire les cas où les cinéastes sont aussi acteurs. Et c'est une idée qui est un peu toute bête, si on veut, comme ça, mais ça a le mérite de se poser. Et en fait, c'est souvent très frappant. Je sais que chez Noémie Lvovsky, elle s'était interrompue et elle m'avait regardé en me disant « Mais vous faites des films ?» Et je lui ai dit « Bah non. » Mais c'est parce que voilà, j'avais une façon comme ça d'imaginer comment ça se passait sur le plateau, en fait, tout simplement. Parce que voilà, dans Camille Redouble, par exemple, elle est à la fois l'actrice et en même temps, bah, si elle est actrice et réalisatrice et qu'elle est dans le plan, elle influe sans doute sur la prise. Et donc voilà, c'est ça ça me passionne assez. Et donc voilà, ça par exemple, c'est des choses. En fait, si on lit peut-être rétrospectivement, je pense qu'on peut apercevoir de qui vient la question, parce qu'elle revient tout le temps. Par exemple, j'ai une marotte, je crois que je vous dis au moins ça une fois par entretien, c'est le moment où on commence à parler de. Parce que peut-être la leçon de tout ça aussi, c'est que finalement, le documentaire et la fiction, en fait, peu importe. Ça, c'est vraiment très clair. Je crois que là, pour le coup, à chaque fois, de toute façon, ça éclate. De toute façon, on s'en fout, quoi. C'est vraiment ça. Et à chaque fois, j'utilise ce terme de Pascal Bonitzer, c'est le grain du réel. Et je crois qu'il y a un certain nombre, de là au moins 5 entretiens ou un moment, donc c'est moi, il y a marqué, est-ce que ça vous fait évoquer ou tout ça, donc, le grain du réel. Donc voilà, mais ça c'est des choses qui, en fait, c'est des grands, c'est peut-être les invariants dans la revue, parce que même si je disais qu'il n'y a pas de guide ou de mode d'emploi, c'est qu'on va parler forcément montage, on va parler direction d'acteur, on va parler cadre, on va parler, voilà, donc il y a quand même des choses qui reviennent. Sur la question de l'écriture, c'est quand même beaucoup l'écriture au scénario, l'écriture au montage, l'écriture. Donc ça, c'est vrai que c'est quand même. Dernière question. Comment s'opèrent les choix éditoriaux au sein pour un numéro? Comment vous travaillez ce numéro-là? C'est toujours, ça va être un peu facile ce que je veux dire, mais c'est une question d'équilibre. Hein. C'est vraiment ça. Ouais. C'est-à-dire équilibre entre. Comment on pourrait dire ça? Des sensibilités de cinéma aussi, c'est-à-dire quand je dis sensibilité de cinéma, ça va être qu'on va pas forcément mettre la même typologie de cinéastes ensemble. Ce serait un peu redondant, donc il faut une variété qui permette vraiment de dessiner aussi, je dirais, on fait 2 numéros par an, donc ça coïncide souvent, je le disais, hein, même si c'est pas forcément négatif de dire ça, hein, c'est qu'on est un peu tributaire quand même je dirais, de l'actualité des festivals. Hein. S'il y a une actualité dans Réplique, elles sont souvent de ce côté-là. Mais en même temps, c'est très important pour nous, parce que c'est une façon assez simple, justement, d'avoir accès aux cinéastes. Donc, il y a cette part-là, c'est-à-dire aussi, voilà, quand je dis ça, c'est Festival Travelling, Festival de La Roche-sur-Yon, Festival des 3 continents, un peu les 3, Festival de La Rochelle. Les 4 festivals, j'irais dans l'Ouest, avec qui, justement, on peut, ça correspond assez bien à nos agendas et puis à notre façon, justement, de réfléchir au sommaire, en fait, quoi. Après, il y a aussi le cas je dirais, de rencontres, c'est-à-dire quelque chose qui n'était pas prévu. Ça, c'est souvent je dirais, là, par exemple, le cas de Damien Odoul, aucune véritable actualité à part un film qui va sortir en début d'année prochaine, qu'on a pu voir. Mais voilà, là, c'est quelqu'un qui nous apporte une idée. C'est Olivier Bitoun qui nous dit ça vous intéresse peut-être de faire un interview. Voilà, c'était parti. Et comme tu le dis, ça peut être aussi les festivals. C'est important, les attachés presse des festivals là-dessus. Je pense à Géraldine Kans, comme tu as mentionné. C'est-à-dire que voilà, des idées peuvent circuler de cette façon-là. Et ensuite, l'étape d'après, je dirais, ça va être quand même de mettre, de dire, c'est tel organigramme, telle structure. C'est-à-dire qu'en plus, on travaille, je dirais, la place de chaque cinéaste. C'est-à-dire que souvent, on s'est retrouvé dans des situations en fait, où il y a plein de liens qu'on n'avait pas perçus au préalable. Les collaborateurs en commun, parce que c'est le même type d'économie quand même, ce genre de choses. Et ça, c'est toujours appréciable quand on s'aperçoit en fait qu'il y a eu encore une autre cohérence derrière, en fait, de les avoir rassemblés. Donc ouais, non, c'est un peu comme ça. Avec aussi toujours, nous, c'est un peu, c'est Nicolas Thévenin qui parle de ça, mais il
l'idée, c'est quand même d'avoir toujours un peu des départs de feu, c'est-à-dire d'avoir fait... On a commencé des choses, ça se terminera pas, on ne sait pas. Donc ça aussi, c'est des choses qui sont toujours de côté. Je pense à l'entretien j'évoquais avec Simon Young. Il peut y avoir aussi une idée qui remonte déjà à quelque temps, mais d'aller vers des archives. On aurait accès, par exemple, à des archives du Festival des Trois Continents, des cassettes audio de l'un des responsables du festival, Alain Gelado. Donc voilà, ça peut être des choses aussi tout à fait possibles à faire, en tout cas. C'est vrai que, en fait, je dirais que pour l'instant, la seule petite frustration, quand même, c'est un peu l'Amérique. L'Amérique du Nord, au sens états-unien. Ouais. Parce que le Canada, on avait on a déjà fait des entretiens. L'Amérique latine, on a eu on a vraiment eu une chance extraordinaire avec, je pense déjà, grâce à une des collaboratrices de la revue, qui est Claire Alouche, qui travaille aussi au Cahier du cinéma et qui nous a fait un entretien avec Kleber Mendonça Filho et puis avec le collectif derrière le film La Flore, c'est Mariano Lignas qui est le cinéaste, ouais. El Pampero Ciné est le collectif. Donc, mais les États-Unis, c'est moins simple. Même dans les festivals. Même au en fait, on a des choses, hein, c'est-à-dire que Matt Porterfield, par exemple, ce genre de choses qu'on a aussi dans nos cartons, si on veut, en tout cas dans ce qui est un peu encore là. Mais c'est vrai que pour l'instant, il n'y a jamais eu la rencontre ne s'est pas vraiment faite. Ce qui est, oui, comme tu dis, un peu curieux, si, j'oublie un détail quand même important, c'est qu'il y a une rencontre qui s'est faite, mais qui n'a pas pu vraiment, parce que la personne n'était pas dans une santé suffisamment pour que... Voilà, c'est Larry Clark. On a fait un long entretien avec Larry Clark, qui était un sacré moment. Et c'était exactement dans le festival de Saint-Denis, en fait, que tu évoquais, celui où Paul Vecchiali avait été invité. Et donc, voilà, on a fait un entretien avec Larry Clark. Et bon, là, la santé faisait que c'était pas simple. On lisait dans ce regard, en fait, qu'il aurait voulu mieux nous répondre, parce que ça l'intéressait. Mais voilà. Donc ça, c'est un peu un rendez-vous un peu manqué. Parce que Larry Clark, c'est, voilà, avec un souvenir de... En fait, on voyait bien qu'il s'intéressait beaucoup à la musique. Et puis, en gros, quelqu'un qui était là avec nous lui dit, Samy lui dit Bob Dylan. Et là, on sent que voilà, il y a quelque chose qui va commencer à démarrer. Et son téléphone sonne et c'était une sonnerie. C'est une chanson de Bob Dylan. Comme quoi, c'était vraiment le truc à ce moment-là parfait, quoi. Mais, ouais. Donc oui, il y a quand même ça, mais ouais, on a aussi des rêves de cinéastes américains. Voilà, c'est ça la tradition aussi française là-dessus. Qu'on le veuille ou non, on vient un peu tous de là. Oui. Après, la question est de savoir, pour chacun, combien de temps cette personne mettra pour aller voir d'autres cinémas. Ça dépend, ça peut être 2, 3, 10, 15 ans, mais on vient tous à un moment de ce cinéma-là. Bien sûr. Et je pense qu'on est dur avec ce cinéma-là parce qu'on l'a aimé. Exactement. Voilà, c'est tout, tout simplement. Parce qu'un entretien avec Steven Spielberg, ce serait pas mal. Oui, malgré tout ce que l'on peut penser, et moi le premier d'ailleurs, pas des choses pas forcément des choses très positives, mais ça serait incroyable. Est-ce que tu aimes son dernier film? Attends, le dernier, j'exagère. Le dernier, c'est lequel déjà? Rappelle-moi. Oui, parce que j'ai un doute. Non, parce que je pense surtout, moi, à son Ready Player One. Eh ben, celui-là, je ne l'ai pas vu. Non, je ne l'ai pas vu. Ah, t'as très bien fait. Ah, mince. Mais moi, je l'ai découvert tardivement déjà. Je l'ai découvert par ses premiers films, dont Les Dents de la Mer. Et en fait, les films de Spielberg de cette période-là, je les ai aimés. Et quand j'ai commencé à travailler un peu sur le rapport à l'image, j'ai fini par les détester. Même Les Dents de la Mer, qui est un film vraiment qui m'a bien regardé. Mais quand on commence à se poser, à réfléchir un peu sur ce film, il y a des choses sur lesquelles qui me semblent. Et tu vois, c'est marrant parce que c'était un éditorial de Panique au moment de la sortie de Munich et qui disait que, en gros, c'était Stéphane Bou et Jean-Baptiste Aurey. Et à demi-mot, il disait. Il fait Munich sur les années 70, il ne faut quand même pas oublier que c'est quand même l'un des fossoyeurs du cinéma américain des années 70. Oui. Ah oui, mais là, c'est intéressant.
Mais c'est très intéressant parce que je me rappellerai toujours de ce livre, Le Nouvel Hollywood de Peter. Je me souviens Biskin. plus. Exactement. Biskin. Et qui, je crois, c'est dans ce livre qui raconte une anecdote concernant la fameuse projection privée de Star Wars avec De Palma, Scorsese, et De Palma qui dit à Lucas c'est bon, tu as tué le game. Tu as tué le game. Là. C'est ça. Là, exactement. Ce que tu viens de faire, c'est que tu nous as tous humiliés. Là, on va avoir du mal à s'en remettre. Et il n'a pas tort, hein, finalement. Il n'a pas eu tort. Bon, mais tout va bien, il fait beau, il y a l'arc-en-ciel, c'est ce qu'il faut se dire. Exactement. Voilà. Ce fut un vrai plaisir. Je ne dis pas que la conversation est terminée. La conversation n'est pas terminée. Voilà, on va simplement mettre 3 points de suspension et on verra pour plus tard. Mais en tout cas, je répète, pour celles et ceux qui donc, ont regardé cette émission, c'était un fait coquet très spécial. On a parlé de la presse écrite, donc Réplique, qui est une revue semestrielle qui a cette particularité d'intégrer au sein même de ses pages juste des mots, des verbes, des dialogues, des conversations avec des cinéastes issus de plein d'horizons. Et une revue qui va avoir bientôt 10 ans l'année prochaine, si je ne me trompe pas, c'est en janvier, je crois, janvier 2022. Tout à fait. C'est ça, quelque chose comme ça. Tout à fait. Et donc, la page est dans le descriptif de cette vidéo. Allez-y, procurez-vous au moins un numéro et regardez, c'est vraiment passionnant. On sent, comme tu le disais, Erwan, il y a cette idée de se sentir dans le même salon, dans la même pièce avec l'interviewé et les intervieweurs. Et les intervieweuses aussi. Et c'est vraiment, vraiment passionnant. Donc merci, Erwan, d'avoir accepté un grand merci à toi, surtout, Samir. Je t'en prie. Continue cette bibliothèque. Eh ben, je ne vais pas m'arrêter, pas tout de suite. Il y a encore 2-3 personnes comme ça. Encore. 2-3 fois. Je te souhaite une agréable journée, Erwan, et à très vite. Salut à toi. À très vite. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle